Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux principaux faits de l'actualité. Et nous entamons ce focus par cette prestation de serment de 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel, prestation de serment qu'ils ont faite au Palais de la République devant le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Les nouveaux membres du Conseil constitutionnel de Djibouti ont prêté serment au Palais de la République devant le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Les 3 nouveaux membres admis au sein du Conseil constitutionnel sont en l'occurrence Mme Mariam Ahmed Oumane, Ali Farah Assoui et Mme Bilan Mohamed Ali. Cette prestation de serment marque ainsi leur entrée en fonction au sein de cette haute institution. Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité des lois par rapport à la principe norme juridique qu'est la Constitution. Il tire son statut préliminaire aussi à travers son processus d'arbitrage, d'assignation à leurs domaines respectifs et de compétences aux différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Leur nomination vient renforcer la mission essentielle du Conseil constitutionnel, organe chargé de veiller à la conformité des lois avec la Constitution, pierre angulaire de l'ordre juridique national. À l'issue des prestations de serment, les membres du Conseil constitutionnel ont eu un premier entretien avec le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Lors de cet entretien, ils ont échangé sur l'importance de leur rôle en tant que gardien de la Constitution, garant de l'égalité et de la transparence du processus législatif. Le Conseil constitutionnel occupe également une place prééminente dans l'équilibre institutionnel du pays en veillant à ce que chacun exerce ses compétences dans le respect des principes constitutionnels. La cérémonie des prestations de serment reflète l'importance accordée par la République de Djibouti à la consolidation de l'état de droit et à la préservation des valeurs de la République de Djibouti. Également dans l'actualité, il y a cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Somalie avec son homologue de l'Arabie saoudite. La visite du ministre israélien des Affaires étrangères dans la sous-région de la Somalie a fait plus qu'étonner. Elle a jeté de l'huile déjà troublée dans notre région. Depuis Djibouti, où des équilibres fragiles de la Corne d'Afrique avec une attention aiguisée, cette reconnaissance du Somaliland par Israël a rassemblé une allumette approchée d'une poudrière. La réaction immédiate, son embâche du Caire à Addis Abeba, en passant par les capitales du Golfe, doit être compromise. Ici, au siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement et à quelques encablures des côtes somaliennes, nous mesurons l'importance de ce fonds commun. L'Égypte, gardienne historique de la stabilité arabe et africaine, a parlé d'une voix claire. L'Union africaine, dont Djibouti est un membre actif, rappelle un principe sacro-saint. L'intégrité territoriale des États membres n'est pas négociable. Même les Émirats arabes unis, partenaires économiques de poids pour plusieurs d'entre nous dans la région, ont choisi leur camp, celui de la souveraineté somalienne et de la paix régionale. Ce n'est pas une simple querelle diplomatique, c'est le refus viscéral et unanime des voies des lignes rouges géopolitiques franchises, les frontières héritées à l'ère post-coloniale. Toute leur complexité constitue le fondement de notre ordre continental. Ils touchent ces risques de relever des démons que nous avons mis des décennies à apaiser. De notre rivage, les perspectives sont concrètes, préoccupantes. Le droit de Bab el-Mandeb n'est pas une abstraction, c'est une carte, c'est notre horizon quotidien, l'artère vitale du commerce mondial, dont la sécurité est indissociable de notre stabilité. Une nouvelle crise de souveraineté en Somalie, une fragmentation accrue sera un coup terrible pour toute la Corne. Les ombres des années des chaos somaliens planent encore, voire un acteur extérieur jouer un tel jeu avec des motivations opaques est perçu comme une menace directe pour nos intérêts sécuritaires et économiques. Les soupçons exprimés au Caire sur éventuels desseins militaires ou stratégiques israéliens derrière cette reconnaissance trouvent ici une oreille attentive dans la région. Chaque mouvement est analysé à l'une des équilibres des pouvoirs, la possibilité même lointaine de voir émerger une nouvelle base d'influence qui pourrait déstabiliser le golfe d'Aden et la mer Rouge, les mers est inacceptable. De plus, le Conseil des Ulama somaliens a organisé une manifestation populaire à Mogadiscio, la capitale somalienne. Le rassemblement s'est tenu sur place du monument des soldats inconnus situé au cœur de la capitale. Selon le correspondant de la radio-télévision de Djibouti à Mogadiscio, cette mobilisation visait à dénoncer ce que les organisateurs qualifient de violations et d'agressions non voiles d'Israël à l'encontre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. À cette occasion, l'Union des Ulama somaliens a publié un communiqué dans lequel elle a exposé clairement sa position. Dans leur intervention, les ulama ont rappelé l'unité de la Somalie depuis 1960 et ont appelé au règlement des différends politiques par le dialogue, des moyens pacifiques dans le respect de l'unité nationale et l'intérêt supérieur du pays.
De leur côté, les citoyens ayant pris part à la manifestation ont exprimé leur rejet catégorique de toute tentative de division du pays, réaffirmant leur attachement indéfectible à l'unité de l'État somalien et à la cohésion de son peuple. Et enfin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, va entamer une tournée officielle en Afrique à partir du 7 janvier. Cette visite qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier comprend l'escale en Éthiopie, en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho. Dans le cadre de cette tournée, Wang Yi participera à la cérémonie de lancement de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels au siège de l'Union africaine à Addis Abeba dans le but de renforcer la coopération politique, économique et culturelle entre la Chine et les pays africains. La visite prévoit également des rencontres officielles avec les responsables des pays visités afin de consolider les relations bilatérales, de discuter des projets de développement et de coopération régionale, confirmant ainsi l'intérêt stratégique de la Chine pour l'Afrique. Le Yémen et l'Arabie saoudite ont accueilli favorablement la tenue d'une conférence sudiste. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Le Royaume d'Arabie Saoudite a accueilli favorablement la demande de son Excellence le président du Conseil de la direction présidentielle yéménite, Dr Rachad Mohammed, visant à organiser une conférence inclusive à Riyad réunissant l'ensemble des composants du Sud afin d'engager un dialogue, d'examiner des solutions justes. La question Sud, cette position s'inscrit en réponse à la demande formulée par le président du Conseil de direction présidentielle en cohérence avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères, date du 30 décembre dernier, qui a souligné que la question du Sud est une cause juste aux dimensions historiques et sociales que son règlement peut intervenir par le dialogue dans le cadre d'un règlement politique global au Yémen. Le Royaume a indiqué que cette initiative découle de la solidité des relations fraternelles entre les deux pays frères, des intérêts communs dictés par les conjonctures actuelles, ainsi que par la poursuite des efforts saoudiens en faveur du soutien à la sécurité et à la stabilité de la République du Yémen. Et l'Assemblée nationale a organisé une séance plénière portant sur la modification de la loi organique relative aux élections. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, M. Diletta Mohamed Diletta, président de l'Assemblée nationale, a présidé la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature. Cette séance s'est déroulée en présence de son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. En l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a adressé salutations aux membres du gouvernement et aux députés avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Celui-ci portait principalement sur l'examen du projet de loi organique numéro 01 de l'année 2025 de la 9e législature relatif à la modification de la loi organique numéro 13 de l'année 10 du 6e législature du 3 février 2011, elle-même modifiant la loi organique de l'année numéro 1 de l'année 1992 relatif aux élections. Au cours de la séance, le ministre de l'Intérieur a intervenu pour saluer la qualité des échanges et des débats parlementaires autour de ce projet de loi organique ainsi que la pertinence des mesures examinées. Nous allons parler budget avec cette présentation du budget de l'année 2026. Le gouvernement de la République de Djibouti a adopté la loi de finances initiale LFI pour l'année 2026, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de consolidation budgétaire. Ce développement humain et transformation structurelle, ce budget établit un équilibre strict s'élevant à 172 milliards de francs djiboutiens en recettes comme en dépenses, soit une augmentation modérée de plus 1,0% par rapport à la loi de finances rectificative 2025. Cette prudence budgétaire s'inscrit dans un contexte macroéconomique favorable à la croissance du PIB projetée à 7%, une inflation maîtrisée à 1,9%. Les recettes totales s'appuient sur 92% sur les ressources intérieures, démontrant la volonté de l'État de renforcer son autonomie financière. La recette fiscale progresse, plus 3,9%, atteignant les 96 milliards de francs, grâce notamment à une meilleure mobilisation des impôts sur les salaires, le patrimoine et les biens des services. Par ailleurs, les recettes non fiscales, bien que légèrement en recul, restent significativement, à savoir 49 milliards. Les dons extérieurs en hausse à plus de 7,9% soutiennent les secteurs prioritaires sans compromettre la souveraineté budgétaire, tandis que les emprunts diminuent nettement et témoignent d'une réduction volontaire de la dépendance au financement extérieur onéreux. Nous allons aux États-Unis, plus précisément à New York, où le maire de New York, Mamdani, a prêté serment. Serment en posant la main sur 2 exemplaires du Coran lors d'une cérémonie historique, une première dans l'histoire de la ville. Mamdani devient ainsi le premier maire musulman à New York et également le premier maire d'origine sud-asiatique
est né en Afrique, a occupé cette fonction. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel de ville, en présence de plusieurs personnalités politiques et de premier plan. Le choix du Coran symbolise la diversité, le pluralisme religieux et culturel de la plus grande ville des États-Unis. Mandani avait remporté les élections municipales 2025, devenant ainsi le 112e maire de New York, salué par une large partie de la communauté locale, tandis que son choix et prêter serment sur le Coran a suscité également quelques débats politiques sur le symbolique religieuse dans les cérémonies officielles. Selon la loi américaine, tout élu peut choisir le livre religieux sur lequel il prête serment ou même ne pas utiliser de livre, illustrant ainsi la liberté religieuse des droits des individus dans les fonctions publiques. Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette interdiction d'organisations humanitaires et internationales opérant sur le sol palestinien. La suite dans ce commentaire. Les forces israéliennes sont accusées d'exercer une pression accrue sur Palestine à l'intérieur de la ligne jaune prévue sur le plan de cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Les habitants de certaines zones de la ville de Gaza rapportent que l'armée israélienne élargit désormais son zone de contrôle au-delà des limites indiquées par le bloc jaune, suscitant inquiétude et tension parmi les populations. Selon le plan de cessez-le-feu, l'armée israélienne devrait initialement maintenir le contrôle sur les zones limites. Cependant, les dernières informations indiquent que les forces militaires israéliennes contrôlent désormais plus de la moitié du territoire de Gaza, dépassant ainsi les termes de l'accord. Cette situation survient alors que des responsables palestiniens avertissent que l'expansion de la zone contrôle militaire israélienne pouvait aggraver la crise humanitaire dans le secteur de accroître les souffrances des civils. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.